Au-delà de toutes les histoires et faits divers entourant cette drogue, que ce soit les fameuses histoires de viol ou d'enlèvement, le GHB est surtout une drogue que beaucoup de personnes essayent de consommer de façon récréative. La consommation récréative, on l'a déjà un peu abordé dans la vidéo « Drogue douce, drogue dure ». Mais pour ceux à qui cela ne parlerait pas, c'est une consommation dont le but est de n'entraîner aucune complication pour la santé du consommateur. Il faut savoir que ça n'a rien de simple, car ça demande énormément de connaissances et d'attention pour être sûr qu'on ne se dégrade pas la santé. Et bien souvent il est très compliqué de rester raisonnable, ou même de ne pas commettre d'erreurs. Quand je parle de connaissance, je parle de la connaissance d'absolument tous les effets qu'une drogue va avoir sur votre corps, que ce soit des effets à court terme, comme sur plusieurs années. Tout ça on en reparlera un peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais là on va surtout commencer par ce qui vous intéresse sûrement le plus, c'est-à-dire quels sont les effets du GHB, en quoi cette drogue est si intéressante du point de vue des consommateurs, pourquoi elle peut être extrêmement dangereuse, et aussi pourquoi il y a tant d'histoires à son sujet. Le GHB, c'est avant tout un dépresseur. On en a déjà un petit peu parlé, mais pour rappel, c'est une catégorie de drogue qui agit sur le système nerveux, qui agit sur la coordination et l'ensemble des mouvements, et par la même occasion, qui agit sur l'anxiété et l'attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, ce sont des drogues qui sont censées détendre les consommateurs. Je vais vous citer quelques noms, comme ça vous allez vite faire le lien avec d'autres drogues que l'on peut retrouver dans la grande famille des dépresseurs. On a par exemple l'héroïne, le fentanyl, la codéine, et on a aussi d'autres drogues beaucoup plus connues comme l'alcool et les benzodiazépines. Il faut savoir que le GHB, c'est aussi une substance endogène, ce qui veut dire qu'elle est naturellement présente et régulée dans notre organisme, qui fait de cette substance une substance peu toxique pour le corps. L'ensemble de ses caractéristiques, c'est-à-dire sa faible toxicité et le fait qu'elle possède des particularités sédatives, lui ont permis de trouver une utilité dans le domaine médical dans les années 60, où il a commencé à être utilisé en tant que complément de certains agents anesthésiques. On peut aussi le trouver sous le nom de Xyrem, qui est un traitement contre les insomnies et la narcolepsie. Donc en gros, il est destiné aux pathologies touchant le sommeil et la fatigue. Alors, ça commence à devenir une habitude, et c'est pour ça que j'évite de vous faire tout l'historique des drogues que je présente, mais tout comme les autres, elle a petit à petit commencé à se répandre dans les fêtes des années 90. Et peu de temps après, soit en 99, elle a été classée comme stupéfiant. Ça aurait pu s'arrêter là, mais aujourd'hui il est impossible de parler de GHB sans parler de GBL. Et d'ailleurs le GBL va être quelque chose de tout aussi important dans cette vidéo. Ça va pas être très compliqué, mais il va falloir être très attentif pour ne pas confondre. Il faut savoir qu'un des précurseurs de la synthétisation du GHB n'est autre que le GBL. Le GBL, c'est un détergent industriel que l'on pouvait très facilement trouver en vente par bidon de plusieurs litres il y a encore pas très longtemps de ça. Ces bidons étaient généralement destinés au milieu automobile, mais évidemment, beaucoup de personnes s'en servaient de façon détournée et pour plusieurs raisons. D'entre elles, c'était pour synthétiser du GHB. Alors, il y a plusieurs façons d'en synthétiser, d'ailleurs elles sont prohibées donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais il faut savoir qu'un des résultats d'une des synthétisations les plus connues, c'est un précipité blanc qui a une texture qui est souvent comparée à du savon, avec une couleur très blanche. Pour revenir à notre histoire, il faut savoir que depuis 2011, le ministère de la Santé a interdit la vente au grand public de GBL, parce que ça commençait à se répandre et il y avait pas mal de cas d'intoxication. Cette interdiction, elle est surtout due à une certaine particularité du GBL, parce que vous vous doutez bien que c'est pas tout le monde qui va s'ennuyer à le synthétiser. C'est du travail, c'est minutieux, et surtout on peut se rater si on est mal informé. La particularité du GBL, c'est qu'après ingestion, notre corps va le métaboliser, c'est-à-dire synthétiser de lui-même une partie du GBL en GHB. Si j'ai une partie, c'est parce que contrairement au GHB, ce n'est pas un produit pur, mais un mélange corrosif destiné à décaper de la peinture. Donc les autres éléments ingérés ne sont évidemment pas bons pour le corps. Mais ce n'est pas non plus cette raison qui fait la principale cause de dangerosité du GBL. Que ce soit du GHB ou du GBL, il s'agit de drogues complexes en termes de dosage. Un usager doit généralement s'y reprendre plusieurs fois avant de trouver ce qu'on appelle sa safe zone, c'est-à-dire un dosage qui est suffisamment puissant pour ressentir des effets, pas trop non plus pour éviter de s'endormir ou de mourir. L'évolution des prises est extrêmement minutieuse, et ce n'est vraiment pas le genre de drogue qui se prend sur un coup de tête. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le GBL est autant, voire plus répandu que du véritable GHB, et d'ailleurs ça donne naissance à des histoires incohérentes et des légendes.
notamment au niveau de son goût, mais j'y reviendrai un petit peu après. Avant, on va déjà avoir besoin de comprendre quels sont les effets du GHB, mais aussi quels sont les effets du GBL. Je tiens quand même à préciser qu'en faisant cette vidéo, je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'article L3421-4 du Code de la santé publique, qui, je cite, prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour celui qui inciterait à l'usage de GBL en le présentant comme ayant des propriétés stupéfiantes. Alors oui, il a effectivement des propriétés stupéfiantes, mais je ne vous incite clairement pas à aller avaler du détergent. Et je vais pas trop insister parce que je pense que c'est assez clair. Dans l'ordre, on va commencer par décrire les effets du fameux GHB. Une expérience au GHB dure généralement entre 2 et 4 heures. Et les effets après ingestion se manifestent entre 10 et 30 minutes, toujours selon les mêmes critères. La personne, son métabolisme, ce qu'elle a mangé avant, etc. Alors, comme à mon habitude, j'ai isolé certains effets que je trouve assez récurrents dans les tripes de GHB. Et j'en note surtout 4. C'est un peu moins que d'habitude, mais c'est ceux qui sont selon moi les plus fréquents. Le premier effet, c'est une sorte d'ivresse, de désinhibition. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé des dépresseurs, et notamment de l'alcool. Il faut savoir que le GHB et l'alcool agissent sur les mêmes récepteurs dans notre cerveau. Ça fait un peu débat, certaines personnes aiment parler du GHB comme étant une substance unique, et d'autres aiment faire plusieurs comparaisons, notamment avec l'alcool, la MDMA ou encore les benzos. Je me trouve personnellement dans la deuxième catégorie. Donc je vais vous faire pas mal de petites comparaisons pour que vous puissiez comprendre au mieux ces effets. Donc pour revenir à l'ivresse, eh bien on commence à faire abstraction de certaines choses autour de nous. On se relâche un peu, on se relaxe, un petit peu comme quand on est très alcoolisé, mais généralement sans les effets indésirables que l'on peut parfois ressentir en ayant beaucoup bu. Le truc c'est qu'il y a une sensation qui vient s'ajouter à tout ça. Et ça va être notre deuxième effet. Il s'agit d'une altération de la réalité par l'impression que tout est adouci, beau, agréable, que ce soit les personnes, l'environnement, l'avenir, et on voit en quelque sorte ces problèmes s'évaporer. On retrouve aussi cet effet sous alcool, en beaucoup moins marqué. Vous savez, souvent certaines personnes aiment dire à leurs proches quand ils sont bourrés, qu'ils les aiment vraiment, etc. Et bien là c'est beaucoup plus intense. Tout le monde peut paraître agréable, et des personnes sont beaucoup plus attirantes qu'à la normale. Ce n'est pas non plus aussi puissant que sous MDMA, auquel il lui arrive d'être souvent comparé, mais c'est quand même assez marqué selon la situation, et évidemment si le trip se passe bien. Et c'est ça qui donne une autre dimension aux effets. C'est pour moi une des particularités qui fait que le GHB se démarque et rend le trip assez spécial. Le troisième effet, et qui est tout aussi important, c'est l'appétit sexuel. C'est une drogue qui excite beaucoup et qui a un côté aphrodisiaque. Les orgasmes sont plus forts, le désir l'est tout autant, et là où des fois sous alcool on est attiré plus facilement, et bien sous GHB c'est beaucoup plus prononcé, à un tel point que l'on a de nombreuses histoires de personnes obligées de se soulager après avoir beaucoup consommé. Selon moi encore une fois, voilà, je trouve que c'est pas non plus trop compliqué de se contenir, et ça peut être souvent un peu exagéré. Maintenant je ne doute pas de ces histoires, les effets sont effectivement bien présents. Pour le quatrième effet, on a l'euphorie. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup constaté. Cependant, j'ai vu apparaître cet effet à plusieurs reprises dans des expériences. Donc a priori, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Je pense que cela dépend évidemment beaucoup de l'environnement, du contexte et des personnes qui nous accompagnent. Et quand je parle d'euphorie, ce n'est pas au sens où l'on explose de rire. C'est plus dans le sens du rire facile. Je pense que ça s'adaptera à la situation. Maintenant, quels sont les effets du fameux GBL et en quoi est-il différent du GHB? Eh bien dans la globalité des effets, c'est à peu près la même chose, à quelques exceptions près. Les trips de GBL sont souvent décrits comme étant plus intenses et plus puissants, c'est-à-dire des effets qui se manifestent plus vite et plus fort. Et c'est assez paradoxal puisqu'on sait que c'est le corps qui métabolise le GBL en GHB. Donc, dans la logique des choses, cela devrait prendre plus de temps pour que les effets arrivent, ou ça devrait être moins puissant. En fait, le GBL possède une meilleure biodisponibilité, c'est-à-dire que lors de sa métabolisation, il est absorbé plus facilement par le corps, donc il arrive plus rapidement dans le sang, ce qui génère les effets du GHB plus brusquement. Et d'ailleurs, les effets du GHB sont souvent montrés comme étant plus progressifs
et plus doux que ceux du GBL. Comme pour la partie précédente, pour pas se perdre, on va déjà commencer par le GHB. Comme je disais au début, les consommateurs sont obligés de trouver leur safe zone avant d'en consommer. Les dosages sont différents pour tout le monde dans le domaine des drogues, mais c'est encore plus vrai ici. Il est impératif de connaître sa dose d'effet actif avant de songer à en prendre, sinon ce n'est même pas la peine d'y penser, parce qu'il suffit de très peu pour passer des bons effets, au sommeil, voire à l'overdose. On peut vomir, il y a des risques de convulsions, la possibilité de faire un coma et de ne plus jamais se réveiller. Lorsque les premières prises se passent bien, les premières descentes sont pratiquement inexistantes. Imaginez-vous vous mettre la cuite de votre vie, mais sans effet néfaste au réveil, en étant parfaitement en forme. Imaginez aussi une drogue qui peut s'adapter à plein de situations. Faire la fête, le sexe, la déprime, les moments de mou, etc. Ce qui pousse certains consommateurs à en prendre quotidiennement et en devenir dépendants. C'est une dépendance qui s'installe vicieusement, comme toutes les autres, mais ici elle n'est généralement pas immédiate. Il faut plusieurs prises avant de la voir venir. Le truc c'est que le sevrage peut être extrêmement éprouvant. De plus, une consommation régulière entraîne souvent un tas de complications, c'est-à-dire de l'anxiété, des insomnies, des tremblements, et l'arrêt de la conso par-dessus tous ces effets est tout simplement une catastrophe à gérer. On peut avoir le droit à des crises paranoïaques, et dans certains cas ça peut aller jusqu'aux hallucinations. Pour faire un petit point sur la fameuse appellation drogue du viol, eh bien oui, effectivement, si on fait le tour des effets, on comprend assez vite pourquoi elle est appelée comme ça. Mais il est bon de rappeler que les cas de soumission chimique les plus répandus sont les plus souvent faits avec l'alcool ou encore les benzos. Le GHB, ça reste assez rare. Après, ça n'empêche pas qu'il faut clairement faire attention à son verre. C'est très simple de mettre des gouttes dedans, et c'est encore plus dangereux si le verre est un verre d'alcool. Dans ce genre de cas, il y a de grandes chances de dépression respiratoire. Il faut savoir que les principaux accidents au GHB sont souvent des personnes qui le combinent avec d'autres drogues. Comme je disais au début, le GHB est un dépresseur. Donc pour ce qui est des mélanges avec d'autres dépresseurs, il faut absolument éviter. Et une des erreurs les plus connues, c'est le mélange GHB plus alcool. On a aussi certaines personnes qui prennent du GHB avec des psychédéliques. Je n'ai jamais testé, mais de ce que j'ai lu, ça s'apparente à un candy flip en moins puissant. S'il est par exemple combiné avec du LSD. C'est toujours le même principe, on se sert des effets d'une drogue pour amplifier et améliorer les effets d'une autre. Dans notre exemple, c'est la bonne humeur du GHB mélangée aux effets psychédéliques du LSD, ce qui a pour but de réduire les risques de bad trip, tout en amplifiant son expérience. Dans les effets négatifs, on a aussi les fameux blackouts, les géoles ou autres pertes de mémoire ou de connaissances. Si on dépasse sa dose effective, on peut vite avoir envie de s'endormir. On perd son énergie, on peut être plongé dans un état de rêve lucide, et l'étape suivante c'est souvent le blackout. On oublie une partie de ce qui s'est produit. Pas mal de personnes parlent de flash, des événements manquants qui peuvent refaire surface de temps en temps, et il ne faut jamais laisser quelqu'un qui a pris du GHB dormir. Si c'est le cas, il faut commencer à se préparer et à mettre tout à disposition pour s'occuper de lui. Vérifier son état, voir s'il est réactif, vérifier son pouls, appeler les secours si nécessaire, etc. Tout ce que je viens de dire, c'était pour le GHB, mais ça s'applique également au GBL. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il comporte évidemment des risques supplémentaires, et à commencer par les éléments contenus dedans. Consommer de façon prolongée du décapant pour voiture, même à petite dose, c'est assez évident que c'est pas une bonne chose pour le corps. Le produit est très acide, et il est sûrement toxique. De plus, l'addiction est plus puissante. En fait, le GBL est plus rapide et plus fort, et les descentes sont donc plus marquées que celles du GHB, ce qui peut pousser à tomber plus facilement dedans. Je précise quand même que le GBL ne se mélange pas aussi bien que le GHB dans l'eau, donc il faut être sûr qu'il soit bien dilué avant de boire son verre. D'ailleurs, comme je disais au début de la vidéo, on a souvent le droit à des petites incohérences, et surtout au niveau du goût du GHB. Certaines personnes disent qu'il n'en a pas, d'autres disent qu'il a un goût salé, et d'autres disent que c'est vraiment amer. En fait, le GHB médical est censé n'être que très légèrement salé, et celui synthétisé de façon amateur l'est généralement un peu plus, mais ça n'empêche pas que dans un verre d'eau, s'il est bien dilué, le goût n'est pas censé être très marqué, et encore plus s'il est dans un verre de jus de fruits. C'est le GBL qui est amer. Dans un verre d'eau, vous allez le sentir, mais dans un verre de jus de fruits aussi. Pour revenir à ce que je disais au début, avoir une consommation récréative, évidemment toujours selon mon point de vue,
c'est réussir à rendre ces prises occasionnelles, mais aussi à les gérer à la perfection. La conception de consommation récréative est plus compliquée qu'on ne le pense, parce que les effets secondaires sont indissociables de toute prise de substance, même si pour certaines drogues, ils sont minimes, voire pratiquement inexistants, notamment pour certains psychédéliques. Mais dites-vous que si cela n'agit pas sur le physique, alors cela peut agir sur le psychique, comme votre santé mentale par exemple. Quand on consomme de façon récréative, et ce pour toutes les drogues, il y a des notions qui sont importantes à connaître. La gestion de son environnement avec le set and settings, savoir qu'il existe d'autres façons de consommer pour mieux s'adapter comme le microdosing, qui est une façon de prendre des substances de manière assez subtile, et il y a aussi toute une dimension philosophique qui peut être importante pour votre stabilité psychologique. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que dans les premières années, beaucoup de personnes veulent tout essayer, vont des fois trop loin alors qu'ils pensent faire attention. Puis plusieurs années après, regrettent leur prise et mettent en garde les autres. Souvent on entend « au début c'était génial, et j'ai adoré la personne que je suis devenue, mais après, les drogues m'ont fait sombrer et m'ont détruit ». Et j'ai beaucoup de messages de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties en hôpital psychiatrique qui me racontent leur parcours. Il y a des personnes déréalisées qui m'écrivent également. Et moi-même, je compte même plus les problèmes que j'ai eu avec mes prises. Chaque conso doit être bien réfléchi pour éviter de tomber dans les regrets. Et la drogue, c'est de la gestion, et ce n'est pas forcément évident. Le combat, ce n'est pas d'empêcher les gens de se droguer, parce que c'est impossible, mais c'est de tout faire pour qu'ils aient le plus de connaissances pour éviter les problèmes. Et j'espère que les quelques vidéos de ma chaîne font avancer les choses dans ce sens. Merci à vous.